question. Aujourd'hui, dans Parlons-en, les morts au travail. Ici en France, 2 personnes meurent chaque jour dans le cadre de leur emploi, un chiffre qui ne baisse pas. Comment l'expliquer? Y a-t-il un problème systémique? Qui sont ces morts dont on parle si peu? Comment les familles font-elles face? Pour dialoguer jusqu'à 10h30, Véronique Millot du collectif Stop à la mort au travail, Jules Thomas du Monde qui travaille beaucoup sur ces questions, Christophe Dansette du service éco de France 24. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Véronique Millot. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes vice-présidente du collectif Stop à la mort au travail. Vous avez perdu votre fils Alban dans un accident du travail. Il avait 25 ans. On va entendre votre témoignage dans un instant. Bonjour Jules Thomas. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde où vous travaillez sur les thématiques liées au travail. Et je signale donc un dossier très complet en 6 articles que vous avez consacrés au sujet qui nous intéresse aujourd'hui et qui s'intitule Mort au travail, l'hécatombe et qu'on peut retrouver en ligne sur le site du Monde. Bonjour à vous Christophe Dansette. Les téléspectateurs de France 24 vous connaissent bien, du service éco. Bien sûr, quelques chiffres d'abord pour commencer et qu'on sache de quoi on parle. On dit qu'en France, Christophe, et je le disais à l'instant, 2 personnes meurent chaque jour dans le cadre de leur emploi. Ce chiffre est-il correct ? Alors le chiffre auquel vous faites référence, Pauline, c'est celui des accidents mortels au travail, c'est-à-dire des accidents graves qui ont conduit à la mort du salarié sur le lieu et pendant les horaires du travail. C'était 738 effectivement en 2022 et 738, ça c'est vrai, ça a fait quasiment 2 par jour selon l'assurance maladie. Mais en réalité, ce chiffre, il n'est pas complet. C'est beaucoup plus, car si on y ajoute d'abord les personnes qui sont mortes sur leur trajet pour aller au travail, dans un drame de la route, par exemple. Si on y ajoute également celles qui sont décédées à la suite de maladies professionnelles, eh bien, on arrive presque au double, à 1227 toujours selon l'assurance maladie. Et puis ce chiffre de 738 auquel vous faisiez référence, il ne comptabilise que les salariés du privé cotisant au régime général de l'assurance maladie, pas les fonctionnaires, pas les agriculteurs et pas plus non plus les indépendants. Un dernier point, ça ne prend pas en compte les suicides sur le lieu du travail qui pourtant sont parfois, on le sait, liés aux conditions de travail. Et pour les familles, Christophe, qui sont endeuillées par ces décès, ce sont des parcours du combattant pour faire reconnaître leurs droits ? Alors très souvent, c'était des parcours du combattant, effectivement, parce que je vous le disais que l'accident du travail, il est défini par le code de la sécurité sociale. Dans ce code de la sécurité sociale, c'est l'article 411. Un accident, je cite, survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause. Mais il faut aussi que l'employeur finisse par reconnaître cet accident. Exemple avec la famille d'Amara Diomassi qui est décédée l'année dernière à Paris sur le chantier de la gare d'Austerlitz, qui est un chantier qui est lié aux Jeux Olympiques, toujours pas officiellement reconnu comme accident du travail, une enquête étant toujours en cours. Et ses proches lui ont rendu hommage samedi. Ils ont dénoncé le silence de la mairie de Paris et des entreprises. On va écouter son frère. Le premier mort d'un chantier des Jeux Olympiques, c'est mon frère. Donc depuis qu'il est décédé jusqu'à présent, nous les mairies de Paris, nous l'entreprise qui travaille, personne, aucun geste pour ses familles. Voilà pour ce témoignage. Pour revenir, Christophe, sur ce que vous disiez tout à l'heure, en France, donc on comprend que c'est un chiffre, c'est compliqué d'avoir un chiffre précis. Il n'y a pas de chiffres globaux et officiels, effectivement, mais il y a un professeur d'histoire-géographie en Bretagne qui s'appelle Mathieu Lépine qui a écrit un livre publié l'année dernière qui s'appelle L'hécatombe invisible, ça fait un peu référence à votre article, qui a décidé de donner un visage, un nom à chacune de ces victimes. On voit ici son fil X, son fil ancien Twitter, et qui comptabilise ces victimes. Et selon son décompte, on a franchi cette semaine le seuil des 100 morts depuis le début de l'année. Le 100e, c'était un motard de la gendarmerie âgé de 21 ans et décédé en pleine intervention dans une collision avec une voiture en Normandie. Le lendemain, c'est un agriculteur du Cantal qui travaillait sur son exploitation et qui serait tombé d'un étage à travers une trappe. Et puis hier, on a appris la mort d'un ouvrier près de Grenoble qui travaillait à la rénovation d'une maison. C'est la 102e victime et dernière victime à date. D'ailleurs, le fait que ça soit cette 102e victime, un ouvrier
ouvrier n'est pas anodin, puisqu'en majorité, les victimes, ce sont des ouvriers, et ce sont aussi des hommes, d'ailleurs souvent très jeunes, comme votre fils. Et on va y revenir. Merci infiniment, Christophe, pour ces chiffres et qui nous permettent de cadrer cette discussion. Véronique Millot, effectivement, votre fils avait 25 ans. Il est décédé en 2021. Il posait des panneaux solaires sur le toit d'un hangar en Ille-et-Vilaine et il a chuté. Ça faisait 3 semaines seulement qu'il travaillait pour cette entreprise. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé ? Oui, alors il n'a pas chuté, il est passé à travers le toit. Il a marché sur des plaques de tuiles translucides en plastique très fines qui n'étaient pas matérialisées et il a chuté 5 mètres plus bas sur la tête. Donc en fait, Alban, il est rentré dans cette entreprise 3 semaines auparavant. Il est encore en période d'essai. Et c'est le jour de ses 25 ans. Donc nous, avec son papa, on décide de préparer son anniversaire. Il habite avec son frère sur Montpellier, en colocation, avec leurs copines respectives. Et nous, on décide de descendre en train à partir du mercredi pour préparer l'anniversaire qui va avoir lieu le vendredi ou le samedi, puisque Alban est en déplacement toute la semaine. Et peu de temps avant, j'ai eu Alban au téléphone qui était content d'avoir trouvé ce travail, nous aussi, parce qu'il enchaînait les petits boulots, et là, ça avait l'air d'être un peu plus sérieux, mais qui me disait quand même, c'est dangereux, je ne sais pas si je vais rester. Il était inquiet, voilà. Et moi, en tant que maman, c'est vrai que quand on est parent... le travail, c'est l'épanouissement. J'ai pensé à un moment donné à lui dire va pas te tuer pour un salaire, mais en même temps, on a envie, on est content de voir son enfant s'émanciper, prendre son indépendance. Donc je lui ai dit fais attention à toi, te mets pas en danger. J'avais très peur aussi parce que c'était lui qui conduisait le véhicule de l'entreprise alors qu'il avait que 6 mois de permis. J'avais très peur de ça et en fait jamais je me serais imaginé qu'il perdrait la vie sur un chantier. D'ailleurs, quand on nous l'a annoncé, j'étais persuadée que c'était un accident de la route. J'ai pas compris tout de suite que... Comment a réagi son employeur à ce moment-là ? Il y a eu une suite judiciaire, on va en parler, mais à ce moment-là, comment est-ce qu'il vous a accompagné ? On n'a pas souhaité être mis en contact avec l'employeur. Voilà. Il est allé sur les lieux chercher les affaires d'Alban. Il nous a rendu les affaires d'Alban par un intermédiaire. Mais nous, on n'a pas souhaité se mettre en contact avec cette personne. Déjà parce qu'on avait des indications, des informations qui nous disaient que la sécurité n'était pas assurée. Alban lui-même nous en avait dit une partie. Sa copine aussi, à qui il téléphonait tous les soirs quand il était en déplacement, il lui racontait ses journées et sa copine nous a dit « mais ce qui se passe dans cette entreprise, c'est pas possible ». Donc du coup, on s'est dit, comme on avait porté plainte, on n'a pas voulu être en contact avec l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, avant qu'on continue, la signification du ruban que vous portez sur votre veste qui est ce rose et ruban, noir ? c'est un ruban qu'on a créé avec l'association. C'est le ruban contre la mort au travail qu'on voudrait voir porter régulièrement par tout le monde. En fait, c'est dans la même démarche que le ruban contre le sida ou contre le cancer du sein. Nous, l'association le porte tous et on va le distribuer. On va peut-être le mettre en vente, même sur notre site, si on peut. Parce qu'on est une jeune association, donc on démarre vraiment dans les outils. On ne connaît pas tous les outils dont on dispose. À la base, on était un collectif. On s'est créé en association. Ça fait 1 an qu'on existe. Et en 1 an, on est passé de 15 victimes à 30 en moins d'1 an. On a à peu près environ 100 adhérents. Et donc moi, je suis la vice-présidente. Il y a une présidente et des secrétaires, une trésorière, voilà. J'ai dit collectif, mais effectivement, c'est une association. Jules Thomas, donc je rappelle que vous êtes journaliste au Monde et que vous travaillez sur ces sujets pour le quotidien français. Ce secteur du bâtiment, de la construction, dans lequel travaillait Alban, c'est celui aujourd'hui qui paie le plus lourd tribut. Oui, tout à fait. Il y a des secteurs qui sont historiquement plus accidentogènes. Je crois que c'est le triple de la moyenne nationale. Voilà, c'est le triple de la moyenne. Il y a le bâtiment, mais il y a aussi l'agriculture qui est souvent écartée des chiffres officiels, ce qui fait qu'on en parle moins. Pourquoi ? Il y a aussi, parce que c'est une question d'assurance. Parce qu'en fait, les chiffres en France, ils sont établis par la Caisse d'assurance maladie. Et l'agriculture a son propre mutuelle sociale agricole. Ce qui fait qu'on peut rassembler les chiffres en général plusieurs années après, ce qui fait que la DARES, donc le ministère du Travail, qui a les chiffres les plus sérieux, là, les derniers chiffres qu'on a, c'est pour 2019 sur les morts au travail. Et c'est d'ailleurs ces chiffres-là qui nous permettent de mettre en évidence qu'il y a quand même des facteurs
de mortalité tout simplement au travail. Il y a le bâtiment, la construction, les transports, aussi le statut en intérim par exemple. Il y a tout simplement 2 fois plus de morts. Le fait d'être ouvrier aussi qui multiplie par 5 les risques par rapport à un cadre. Donc il y a des choses qui reviennent, et ce qui est intéressant quand on entend les témoignages des familles, on en a recueilli beaucoup, c'est que des situations se répètent, des situations où on a des négligences qui sont parfois connues de la part des employeurs, qui ne sont pas traitées alors que l'employeur, selon le Code du travail, est responsable de la santé et sécurité de ses salariés. Et on se dit que ce n'est pas forcément grave. Parfois, les salariés eux-mêmes ne s'équipent pas parce qu'on ne leur a pas dit de le faire. Donc, il y a un peu un système, notamment dans le bâtiment. Et c'est ainsi qu'on arrive à des accidents très graves par manque de prévention. Et si on prend l'exemple du bâtiment, question tout à fait naïve, j'imagine qu'il y a des règles, des normes, des inspections, des critères auxquels doivent répondre les entreprises. Et est-ce que ça veut dire que les entreprises dans lesquelles il y a des accidents, proportionnellement, ces paramètres de sécurité n'étaient pas respectés? Ou c'est des malheureux accidents comme ça peut arriver dans la vie? Il peut y avoir des malheureux accidents, ça peut être la faute du salarié, mais de fait, l'employeur est quand même responsable légalement de chaque accident. Et dans le bâtiment, il y a des éléments structurants en fait, qui font qu'il y a plus d'accidents, notamment la sous-traitance. Qui est vraiment inhérente à ce secteur. Et qui dit sous-traitance dit une chaîne de responsabilité, ce qui fait que le donneur d'ordre, qui est souvent une major du bâtiment, ne sait pas exactement ce qui se passe sur ces chantiers. Il y a beaucoup d'entreprises de corps de métiers différents qui travaillent en même temps, qui ne se parlent pas forcément. Il est censé y avoir sur les grands chantiers des coordinateurs de sécurité, mais parfois ils n'agissent pas. Et donc, parfois, par manque de communication, les accidents surviennent. Et pour ce qui est des salariés, les consignes sont parfois données à la va-vite. Parfois, il y a des quarts d'heure de prévention qui sont organisés, mais de fait, c'est compliqué. Et je parle encore même pas des travailleurs intérimaires sur le chantier. 90% des victimes sont des hommes aujourd'hui. Vous m'arrêtez si je me trompe, des jeunes hommes, on le disait tout à l'heure. Est-ce que ça témoigne, je crois que c'est la patronne de la CGT qui disait ça récemment, plus globalement, Véronique Millot, de ce que vous en savez d'une dégradation des conditions de travail en France? Clairement, oui. On pense que, je reviens sur ce que vous disiez, les entreprises passent des contrats, il y a des délais, et il faut faire vite aujourd'hui. Il faut faire de plus en plus vite, et on pense... Et de moins en moins cher. Voilà, nous on pense sincèrement que cadence n'est peut-être pas le bon mot, mais arriver à faire le chantier dans un temps bien déterminé, ça pousse aussi les entreprises à rogner sur la sécurité, et même aussi les employés eux-mêmes à ne pas mettre le gilet, le harnais, la longe, parce que on va moins vite quand on est harnaché. Ça participe à tout ça. Au niveau de la sous-traitance, par exemple, on était au Parlement européen il n'y a pas très longtemps. Il y a un député qui disait avant on sous-traitait la main-d'œuvre, le savoir-faire, pardon. C'est-à-dire qu'une entreprise prenait un chantier, sur une partie du chantier elle ne savait pas faire, elle sous-traitait à une entreprise qui savait faire. Aujourd'hui, on sous-traite le coût, tout simplement. On n'a pas d'autre raisonnement que celui-là. Donc tant que le travail sera organisé dans ce sens-là, on aura des morts au travail. Par exemple, vous avez appris au cours de l'enquête faite après le décès de votre fils que son employeur n'avait pas voulu monter l'échafaudage qui aurait peut-être pu lui sauver la vie. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était dans une entreprise qui s'était classée dans le service après-vente en photovoltaïque, ce qui lui a permis déjà de ne pas être nomenclaturé dans les BTP. C'est dans la quincaillerie. Sauf qu'il y a quand même de temps en temps, il faut monter sur des toits pour remplacer des panneaux solaires. Donc, le patron, en fait, déjà, l'entreprise est basée dans le sud. Ils ont des chantiers sur toute la France. Et il n'y a personne pour évaluer les chantiers. Ça se fait sur photo. C'est le commercial qui prend une photo. Donc, il a bien vu la photo du lieu. Il a bien vu qu'il y avait des plaques transparentes sur le toit. Mais c'est tout. Parce que là, il y en avait pour peut-être 3-4 heures de travail. Sauf qu'avec un échafaudage, ça aurait mis 2 jours. Donc, voilà. Jules Thomas, pourquoi est-ce que le nombre d'accidents du travail est en baisse en France, mais pas le nombre de décès au travail ? Pour ce qui est des accidents du travail, il y a 2 choses. Il y a déjà une tendance assez vertueuse dans la prévention quand même
depuis, je ne sais pas, dans le bâtiment, ça a vraiment été continuel. Les accidents baissent, mais pas les accidents mortels. Après, il faut savoir qu'il y a aussi une grosse sous-déclaration en France des accidents du travail qui sont quand même quasiment pour moitié, je crois, d'après un rapport, pas déclaré par les salariés et les employeurs, aussi parce que les employeurs paient des cotisations en fonction de ces accidents. Donc les choses avancent, mais c'est parfois un trompe-l'œil. Et la stagnation du nombre de morts nous prouve que finalement, ce qui compte, c'est quand même les situations les plus graves, et elles ne sont pas résolues. Alors, que se passe-t-il pour les familles comme la vôtre, endeuillées par des décès? Comment ça se passe concrètement? Qui s'adresse à vous et pour vous dire quoi? En premier lieu, bien souvent, la gendarmerie ou les forces de l'ordre, la plupart du temps, puisque très peu d'employeurs annoncent eux-mêmes le décès aux familles. Quand ils l'annoncent, on a dans notre collectif, on a une personne qui a appris le décès de son frère sur Facebook. Et ensuite, vous êtes... c'est le choc. On ne sait pas du tout ce qui nous attend. On n'a jamais été, nous, en tant que parents, dans notre cas, on n'a jamais été confrontés à la justice. On ne sait pas du tout ce qui se passe. On ne sait pas ce que c'est que de porter plainte, partie civile. C'est tout un langage qui nous est étranger. Et puis surtout, c'est long. Donc, alors nous, on a eu la chance d'avoir de bons conseils. On nous a conseillé une avocate qui nous a bien conseillé, qui nous a prévenu, qui nous a dit « Bon, ça sera minimum 2 ans. Il faudra attendre. On n'aurait pas d'infos avant les 2 ans. » Et donc, il faut que la famille porte plainte. La justice ne s'auto-saisit pas elle-même. Si, en fait, non. Nous, on a porté plainte parce qu'on nous a dit de porter plainte. D'accord. Mais dès lors qu'il y a accident mortel du travail, il y a une enquête de gendarmerie et une enquête de l'inspection du travail. Et c'est cette enquête qui va être décortiquée pendant le procès. Donc, en fait, c'est l'inspection du travail qui saisit la justice. Nous, après, on peut se porter partie civile, mais ce n'est pas notre plainte. Et vous, dans votre cas, l'employeur de votre fils a été condamné au mois de juin dernier à de la prison, dont de la prison ferme. Vous m'arrêtez si je me trompe, je crois qu'il y a eu des suites judiciaires. Il a fait appel. Donc il est présumé innocent à l'heure où l'on se parle. Une condamnation, en tout cas en première instance, qui est rarissime, je crois, dans ce genre d'affaires, c'est ça? C'est ce qu'on dit aussi, oui. Oui, c'est assez rare de voir un patron, puisque là, c'est un patron. Parce que dans le cas des accidents mortels, il peut y avoir ou la personne physique, c'est-à-dire l'employeur, et l'entreprise, la personne morale. Mais il peut aussi y avoir que la personne morale, que l'entreprise. Donc là, il n'y a jamais de prison, ce n'est pas prévu. Ouais. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a que la personne physique. Et effectivement, elle a été condamnée à de la prison ferme. Et parce que c'est homicide involontaire avec violation manifestement délibérée d'obligations de règles de prudence et de sécurité. C'est ce qu'il y a dans le code du travail. Ouais, Jules Thomas, des condamnations rarissimes. Oui, mais en même temps, dans le cas de cette entreprise, il y avait vraiment un tas de négligences. Enfin, c'était particulièrement choquant. Mais de fait, il y a un gros problème aussi au niveau de la justice. On parle des employeurs, mais il y a aussi, parce que vous avez des procès-verbaux de l'inspection du travail qui va vous dire il y a tel et tel manquement. L'inspection du travail, en général, elle peut prendre du temps pour faire son travail parce que les effectifs sont assez réduits, mais les procès-verbaux sont souvent accablants pour les employeurs. Mais après, il faut que les parquets se saisissent des affaires pour ensuite aller au pénal et poursuivre les employeurs pour homicide involontaire. Et la proportion... le passage des procès-verbaux de l'inspection du travail au nombre d'affaires qui vont effectivement au pénal et qui arrivent au bout de la procédure judiciaire, c'est très rare. Et en plus, ça peut prendre jusqu'à 10, 15 ans parfois. Surtout qu'il y a plusieurs procédures en termes d'indemnisation. C'est très, très compliqué, surtout pour les familles. Oui. On a des familles dans notre collectif, ça fait 12 ans que ça dure. Dans le cas de l'homme dont Christophe Dansette parlait tout à l'heure, qui est décédé sur l'un des chantiers des Jeux Olympiques, ses collègues qui témoignent disent que la camionnette qui l'a percuté n'avait pas de bip sonore de recul. Voilà l'histoire qui est racontée. Question peut-être bête, mais sa famille dit à ce jour n'avoir eu aucun, je ne sais pas quel est le bon mot, dédommagement d'une certaine façon. Est-ce qu'on est en droit d'attendre quelque chose de ce côté-là ? C'est assez compliqué puisque sa famille est au Mali, si je ne me trompe pas. Et d'un point de vue général, peut-être pas sur cette histoire spécifique, mais... Sur l'indemnisation, les familles se battent là-dessus, justement. C'est il y a un énorme débat. Qui doit verser cette indemnisation? Alors, il y a 2 choses. Il y a déjà, si vous êtes ayant droit, dans le sens de la sécurité sociale, les ayants droit, c'est les personnes qui vivent à la charge du défunt, qui vivaient à la charge du défunt. Les enfants, par exemple. Les enfants, l'épouse... Et les parents, frères et sœurs, s'ils ne vivent pas à la charge du défunt, au sens de la sécurité sociale,
vous n'êtes pas ayant droit. Donc à ce moment-là, étant donné que vous êtes victime d'une infraction, parce que c'est une infraction, vous pouvez demander des dommages et intérêts au moment du procès en pénal. Il y a deux choses, soit c'est ça, soit vous saisissez le pôle social, mais pour saisir le pôle social, il faut que le pénal soit jugé. C'est ça qui allonge les délais, si vous voulez. Et c'est kafkaïen. Ah, complètement. Même encore hier, entre nous, on a encore décortiqué des textes de loi, parce qu'on a une juriste dans notre bureau, parce qu'on ne comprend toujours pas qui peut demander des dommages d'intérêt, qui peut aller au pôle social. Après, les sommes, c'est à peu près les mêmes. Hein. Faut pas, là, en France, aujourd'hui, quand vous perdez un fils au travail, c'est 30 000 € d'indemnisation. C'est beaucoup moins que l'amende infligée à l'entreprise. Déjà, ça aussi, ça nous interpelle, parce qu'on se dit comment se fait-il que l'amende soit supérieure aux indemnités des familles, même si la justice, elle est là pour juger, pas pour réparer. Mais quand même, je veux dire, moralement, ça pose question. Et on ne sait toujours pas dans quel cas il faut demander des dommages et intérêts et dans quel cas il faut aller au pôle social. Loi compliquée. Alors à ce propos, justement, le gouvernement dit se saisir de la question. Je crois qu'il y a eu notamment un clip diffusé ces jours-ci pour alerter, disons, informer ou, les entreprises. Est-ce qu'on écoute Gabriel Attal, j'ai comme un doute, qui disait au mois de juillet dernier que des mesures allaient être prises. On ne va pas l'écouter, mais est-ce que, Jules Thomas, de ce que vous en savez, des choses ont été entreprises ? En l'état, on les attend toujours. Ce qui a été fait par le gouvernement, c'est avant tout une campagne de communication, donc avec ce clip, qui a été critiqué parce qu'il mettait dos à dos la responsabilité des employeurs et celle des salariés dans l'exercice de leur travail. Après, il est question que des instances comme le comité d'orientation des conditions de travail, donc qui réunit les partenaires sociaux, soient un peu plus mobilisés et éventuellement qu'il y ait un renforcement du plan gouvernemental sur le sujet. Mais malheureusement, l'action gouvernementale, elle ne peut rien si les employeurs ne se saisissent pas du sujet. Et donc, c'est pour ça que les familles, parfois, plaident le renforcement des sanctions, parce que c'est ça qui fait agir les employeurs sur la sécurité. Je parlais tout à l'heure de cotisation pour les employeurs. Quand il y a un accident grave ou mortel, la cotisation augmente significativement. Et donc, ce qui fait que dans le bâtiment, on a des taux qui montent à 5-6% de la masse salariale. Là, ça devient intéressant. Mais en revanche, quand il y a un accident mortel, pour ce qui est de l'amende, elle reste quand même assez limitée, surtout quand on voit les chiffres d'affaires de certains groupes. Et donc, c'est ça qui met en colère et les familles et les syndicats. Il y a un manque de volonté à la fois politique, à la fois des employeurs. Pourquoi vous vous battez, vous, très concrètement ? Alors nous, quand on a constitué notre collectif, on a mis des idées sur la table de ce qu'on avait constaté qui n'allait pas dans nos affaires, et notamment au niveau de la justice. Effectivement, on trouve qu'il y a des peines qui sont prévues, hein, si vous regardez dans le code pénal, et elles sont rarement appliquées, ou alors elles sont vraiment appliquées à minima. Il y a rarement de la prison. Quand il y a de la prison, c'est souvent avec du sursis, mais même les amendes, souvent, c'est la moitié avec sursis. On a des cas d'apprentis bûcherons décédés sur leur lieu de travail percutés par un arbre, où l'employeur a dû avoir une amende de 2 000 ou 4 000 €. Enfin, c'est la vie, on parle de la vie de quelqu'un quand même. Quelle est comment dirais-je, comment cet employeur il interprète cette sanction ? Est-ce qu'il se dit j'ai payé une amende, voilà, c'est un peu ça, en fait. On se pose la question. On se dit, est-ce que finalement, c'est pas qu'ils achètent le droit de tuer, mais quelque part, c'est ça. C'est comme celui qui fait des excès de vitesse sans arrêt sur la route, qui fait que payer les amendes parce qu'il a les moyens. Si derrière, pas le permis à point pour lui retirer le permis, ça marche pas. Donc, on voudrait que ces amendes soient plus dissuasives, et puis surtout qu'on se penche un peu plus. Hein, il y a quand même mort d'hommes. Donc, on se penche un peu plus, dans le cas de la personne physique, sur la prison. Parce que les amendes, en plus, ça vient malheureusement après des drames. Il y a tout le côté prévention qui intervient avant que les drames interviennent plus largement. Et d'ailleurs, on s'est posé la question en préparant cette émission. C'est un sujet, je ne me l'explique pas d'ailleurs, dont on ne parle pas, qui rebute. On m'a dit, mais le 1er mai, on ne va quand même pas parler des morts au travail. C'est quand même très triste. Bon, au regard de l'actualité internationale, malheureusement, c'est un sujet dur parmi un autre. Jules Thomas, comment vous expliquez à propos de ce monsieur qui est mort sur ce chantier des JO? Je lisais mort modeste des JO grandiose. Il y a quelque chose de cet ordre, de ces petites mains dont on préférerait ne pas parler. Le cas d'Amara Diomassi, il est emblématique en plus, puisque il n'est pas compté dans le bilan des Jeux Olympiques. C'est-à-dire que si on prend les chantiers strictement liés aux Jeux Olympiques, il n'y a aucun mort. Sauf que celui-là, vu que c'est un chantier qui est destiné à assainir la Seine,
par définition, il est lié au JO, mais donc quand on prend les bilans, donc rien que ça, je trouve que c'est assez malsain, et évidemment, pour les familles, c'est dur à entendre. Dire qu'il n'y a pas eu de mort sur les Jeux, on a eu 5 sur le Grand Paris, donc qui sert aussi aux Jeux. On en parle régulièrement dans la presse régionale, locale. Il n'y a pas beaucoup d'autres journaux, à part le vôtre, je crois, qui fait des dossiers nationaux. Ça arrive. Ouais, c'est grâce au collectif, grâce à Mathieu Lépine, le professeur d'histoire-géographie, mais il y a une... Et puis même au niveau politique et au niveau des entreprises, il y a 4 ou 5 ans, il était très courant d'entendre « Non mais attendez, 700 morts par an, il y a 20 000 accidents domestiques par an. C'est rien, 700 morts, c'est un taux, c'est une marge d'erreur, quoi. Enfin, c'est pas grave, parce qu'il y a 20 millions de salariés dans le privé, etc. » Ça, c'est des choses qu'on entend, moi, même des membres du gouvernement à l'époque qui n'est pas membre du gouvernement, je pense à Aurore Berger notamment, qui disait que c'était germinal, que c'était une vision passéiste du monde du travail, de dire on est à l'usine, une inconscience un peu, une déconnexion un peu de... Ça change un petit peu, mais encore une fois... il y a toutes ces contraintes structurantes dont on a parlé. Au niveau des médias, ça change. Quelques mots. Au niveau des médias, ça change. Nous, on a été reçus par le cabinet de l'ancien ministre du Travail. On va être reçus par celui du nouveau ministre du Travail. Donc, on avance quand même un petit peu, mais vraiment à petits pas, quoi. À petits pas. Merci infiniment à tous les deux, en tout cas, d'être venus ce matin sur le plateau de Parlons-en. Véronique Millot, de l'association donc toute neuve Stop à la mort au travail, et Jules Thomas du Monde. Je renvoie vers vos articles et en un mot, un nouvel ouvrage que vous avez sorti à l'instant sur les femmes et le travail. Sur les femmes et le travail, avec l'avocate Élise Fabing. Voilà, justement, les femmes et le travail, c'est le sujet de notre grand format d'ici un quart d'heure en Allemagne. Vous verrez que c'est sacrément compliqué, surtout quand ces femmes ont un enfant. Merci encore à tous les deux. On se retrouve juste après la pause pour un nouveau rendez-vous avec l'info. À tout de suite.